Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir le cofondateur d'une des plus belles agences de communication sur la Drôme et l'Ardèche, Vincent Genillon. Salut Vincent. Salut Gianni, merci de ton invitation, ça me fait super plaisir d'être là aujourd'hui avec toi. Ah, tu vois, on est bien, on est tranquille, on est entre nous. À la cool. On va pouvoir parler de plein de sujets. On a à cœur de vous partager deux visions. Plutôt une vision où, de son côté, Vincent, il a plutôt bien réussi sur la partie réseau. Il a été très bon avec son associé Mickaël sur la capacité à pénétrer des réseaux, comme par exemple le BNI ou des réseaux plutôt dans le domaine du sportif. Et moi, par opposition, je suis un fervent défenseur de la prospection à l'ancienne, où on va voir les boîtes. Et l'objectif aujourd'hui, c'est qu'on discute un peu de ces sujets-là pour vous apporter le maximum de valeur sur comment on peut développer sa visibilité et quelque part, quelles sont les bonnes et mauvaises pratiques sur les deux sujets. Ouais, tout à fait. Je pense qu'on a deux écoles qui vont s'affronter aujourd'hui. Comme sur les terrains, tu sais, à l'époque. Exactement. Bon, parfait. Du coup, on part sur la première partie un petit peu. Est-ce qu'avant tout, Vincent, toi, tu peux nous présenter Starteo? Starteo, ça a démarré il y a de ça quand même quelques années. Vous avez passé le cap du million d'euros de chiffre d'affaires. Est-ce que aujourd'hui, tu peux juste nous repartager qui vous êtes? Donc, repartager l'histoire de Starteo rapidement, carrément. pas de souci. Donc, nous, on est une agence de communication que j'ai créée il y a 15 ans, donc avec Mickaël, mon associé. On est deux amis d'enfance. On était dans le même lycée ensemble. On a fait les mêmes études supérieures en école de commerce. Et en sortant d'école de commerce, il y a de ça 15 ans, on s'est dit, on s'adore. On a un très bon contact dans la vie de tous les jours. Pourquoi on ne travaillerait pas ensemble? Pourquoi on ne montrerait pas notre boîte? Et à l'époque, on travaillait dans l'univers de la vente en ligne dans une société valentinoise qui fait du e-commerce. Et on a fait le constat en fait que les gens, face à l'avènement du e-commerce, les réseaux sociaux, donc je parle de ça il y a 15 ans en arrière, ils étaient un petit peu seuls, il manquait de liens, on pouvait trouver un peu des ressources sur Internet, mais voilà, ils étaient assez démunis. Et nous, on a vraiment pris le parti de créer Starteo pour accompagner les gens dans le virage du digital. Donc déjà, dans le concept même de notre boîte à l'époque, le côté humain, il était hyper présent, voilà, même dans notre nom. Starteo, il y a le côté démarrage, aider les gens à démarrer. Donc, on ne s'est pas tout de suite défini comme une agence de communication, mais plutôt comme des personnes qui vont vous aider, qui vont vous prendre par la main pour prendre le virage du digital, pour communiquer. Ça, c'est vraiment les fondements de Starteo et qu'on retrouve encore 15 ans après dans notre manière de fonctionner, dans tout le développement qu'on a pu avoir pendant ces 15 années. L'humain, il est vraiment au cœur de notre développement. Donc, ça peut paraître comme ça un peu des phrases toutes faites, mais on va voir quand on va échanger tout à l'heure. Nous, on n'a pas prospecté une seule fois en 15 ans. Ça peut paraître assez fou. Incroyable. Ça peut paraître assez fou. On n'a jamais toqué à une seule porte pour dire voilà, bonjour, on est une société de communication, on peut faire votre site internet ou votre logo. On a tout mis en place pour que les clients viennent jusqu'à nous. Ça nous a plutôt réussi, puisque j'ai la chance 15 ans après de pouvoir c'est beau, être interviewé dans ton podcast. Mais voilà, on n'a jamais fait de porte-à-porte. Mickaël, mon associé, il a une culture plus commerciale, un petit peu comme toi. Et il est même un peu triste parfois qu'on n'ait pas pris ce virage-là. Et, voilà, entre guillemets, les chaussures en marbre, le costume en saumon. Tu vois, Mickaël, à l'époque, il n'avait pas vendu du copieur ou un truc comme ça. Il a vendu du copieur un petit peu donc avant qu'on monte la boîte. Donc, il a cette culture commerciale qui est très forte. En prospection pure, on va dire, même dans un réseau, dans un événement, etc. Il va être meilleur que moi sur le côté hameçonner et vendre. Moi, je suis vraiment dans une approche passive. Et relationnel aussi, très dans le relationnel aussi. Tout à fait. Moi, je suis aussi dans une approche relationnelle, mais beaucoup plus dans l'écoute, beaucoup plus passif en fait. Et moi, ma clé en fait, c'est je fais tout pour ne pas vendre. Et en fait, ça arrive quand même. Tout pour pas vendre. Un peu comme ces gars en soirée qui font rien pour séduire. Incroyable. Et ça vient jusqu'à voilà. Je pense qu'il y a plein de gens qui vont vouloir t'écouter du coup aujourd'hui au-delà des conseils business. Bon, super intéressant. Donc aujourd'hui, vous avez 15 ans. C'est déjà un bel accomplissement, surtout quand on sait qu'il y a des boîtes, elles passent pas le cap des 5 ou des 7 ans, qui a un cap de pérennité. Si on refait un petit peu l'histoire, donc tu parlais du fait que vous avez tout mis en place pour que les gens viennent à vous. Vous avez commencé par quel réseau? Alors aujourd'hui, il y a plein de réseaux qui gravitent dans les boîtes. Il y a les réseaux, les BNI, je pense qu'autour de chez vous, il y en a plein. Vous avez commencé par quoi? Pourquoi vous avez commencé par les réseaux en fait? De manière très simple, en fait, quand on a créé la boîte, à l'inverse de beaucoup d'entrepreneurs qui ont décelé un besoin, un problème à résoudre sur un marché, nous, c'est plutôt parti du truc de se dire viens, on a juste envie de bosser ensemble et de kiffer. On est parti de ce postulat, ok, on a envie de bosser ensemble, on est copains, on est alignés sur plein de valeurs. Maintenant, qu'est-ce qu'on sait faire? À l'époque, on sortait d'école de commerce, on ne savait pas faire grand-chose, très sincèrement. On n'avait pas de moyens, on avait 500 € chacun à mettre dans la boîte, un ordi, une connexion Internet, donc de manière assez
je vais pas dire par défaut, mais on s'orientait en fait vers ce côté, le digital, la communication, l'accompagnement humain. Faut savoir, quand on a monté la boîte au début, on a cherché à monter à l'époque un complexe de futsal, un complexe de Five. On a visité des locaux, on a fait des devis pour monter des terrains, etc. On était sur des budgets à 300 000 euros, on avait 1 000 euros en poche. Un peu loin, quoi. Voilà, donc on s'est dit, ok, on oublie ça, mais viens, qu'est-ce qu'on peut faire, quoi. Et donc du coup, par rapport à l'expérience qu'on avait dans la société valentinoise de vente en ligne où on pouvait travailler, on était au contact de gens. Donc c'était notre premier réseau, on va dire, professionnel. C'était les clients de cette entreprise qui faisaient de la vente en ligne, mais ils vivotaient, ils n'arrivaient pas à se développer plus que ça. Il manquait d'accompagnement, de visibilité. On s'est dit, viens, ces gens, on prend notre téléphone, on prend notre ordinateur portable et on va les aider. Après, de la même manière, c'est un peu le réflexe que tout le monde peut avoir quand tu montes une boîte. On a tapé dans le réseau proche et du coup, on a eu notre premier client qui est le père d'un ami. Et voilà, franchement, aujourd'hui, s'il nous regarde, Xavier, merci encore parce que il nous a fait confiance sur la refonte de son site internet. À l'époque, c'était une belle PME. Il y avait une trentaine de salariés. C'était la société IS Télécom qui a été rachetée par Coesio, il me semble, par la suite. Ouais. Et voilà, il entend parler de nous par l'intermédiaire de son fils, qui était un ami. Et il nous dit, voilà les gars, moi j'ai besoin de refaire mon site internet. Ça fait 5 ans qu'on a un site obsolète. Est-ce que vous pouvez m'aider ? Nous, on a dit, ouais, il n'y a pas de souci. Pas de souci, on ne savait pas du tout faire. Mais on a trouvé après, pareil. C'est le fameux fake it until you make it, quoi. Exactement, exactement. On s'est dit, c'est fou, on n'a même pas encore de sirette et en fait, on a déjà un client. C'est fabuleux. Et on n'a pas vraiment quelque chose à lui vendre. Il est juste venu nous voir en disant, les gars, aidez-moi. Voilà, je ne sais pas ce que je dois faire, je ne sais pas à qui m'adresser, aidez-moi. Et en fait, ça a été la base de Starteo. Mais du coup, derrière, on s'est dit, en fait, si notre réseau peut nous amener des clients comme ça, entre guillemets, sans rien faire, on a juste de lancer la boîte. Si on le développe un peu plus, le business il va venir tout seul sans qu'on ait à aller taper des portes et prospecter dans le dur. Et donc là, Vincent, en fait, ce que j'aimerais que tu nous expliques, c'est globalement, vous avez commencé par quel réseau quand vous avez attaqué votre prospection? Donc j'ai bien compris l'histoire. Vous avez vraiment démarré en essayant vraiment de trouver votre marché par rapport à un besoin, ce premier site web qui rentre. Mais après, pour développer, il fallait des leviers commerciaux et commerciaux. Et pour le coup, là, le réseau, ça arrivait comment dans votre stratégie? Est-ce que ça a été comme ça? Et c'était lequel le premier, par exemple? Alors, le premier réseau qu'on a intégré à l'époque, c'était le réseau des partenaires de l'Olympique de Valence. Ouais. Donc, pareil, je parle de ça il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Donc, club de foot pour ceux qui ne connaissent pas. Pour les ex-ASO à Valence aussi, pour les très grands connaisseurs, l'ASO à Valence. Grands connaisseurs. Ouais, très beau club. Avec l'épopée en Coupe de France. Oui. Donc on est rentré dans le club des partenaires de l'Olympique de Valence à l'époque. Toujours pareil, par des biais de relations. Ouais. On connaissait des personnes qui y étaient. Tiens, on connaît une agence de communication. Enfin, en tout cas, on se définissait un petit peu tel quel. Le club, sur la partie digitale, il n'y a personne. Est-ce que vous pouvez prendre la main, mener 2-3 actions? Donc bien sûr, on a dit pas de souci. Et c'est comme ça qu'on est rentré dans ce premier réseau. Et ça nous a permis tout de suite de rencontrer d'autres entreprises du bassin valentinois et après de participer à des événements. Donc ça, c'est quelque chose qui est hyper important aussi pour nous. C'est quand on est dans un réseau, c'est d'être vu, d'être présent. D'être visible, identifié, d'être identifié. Et donc du coup, ça a amené aussi d'autres business. J'en parlerai peut-être un petit peu tout à l'heure. Ça nous a amené 2-3 anecdotes assez sympas parce que le réseau, le gros avantage, c'est que c'est un cercle vertueux qui génère beaucoup de business. Il est bien alimenté, bien entretenu. Le petit inconvénient, c'est que tu maîtrises pas forcément non plus le flux entrant. Et du coup, des fois, tu peux te retrouver sur des rendez-vous ou des projets un peu bourbiers parce que le beau-frère de tel contact t'a mis en relation. T'as du mal à refuser. Exactement. Ça peut trouver des cas. Donc, on a démarré là-dedans aussi parce que je pense que c'est hyper important quand on veut passer par la partie réseau pour se développer, d'être dans un réseau qui te ressemble. Et nous, on est des grands fans de sport. Et donc, en fait, pour nous, c'était aussi un moyen de joindre un petit peu l'utile à l'agréable. C'est-à-dire, on va se retrouver auprès de personnes qui ont un intérêt commun avec nous, c'est le football. On est des fans de foot, on a joué au foot pendant 20 ans. Ensuite, par la suite, on a été dans d'autres réseaux sportifs, dans le rugby, dans le handball, etc. Parce qu'on est des amoureux du sport. Et en fait, tout de suite, ça te crée une accroche qui est facile quand tu vas aller sur des événements réseau. Même si les gens, entre guillemets, tu n'as rien à leur dire, tu as au moins ce point commun, tu peux parler des résultats, tu peux parler de l'actualité du club. Donc, tu as tout de suite cette connexion qui se fait très rapidement. Donc, pour moi, le premier conseil, c'est bien choisir son réseau
et aller dans un réseau qui te parle et qui te ressemble. Un réseau dans lequel tu es à l'aise. Et là, je te rejoins à 4000% parce qu'effectivement, quand tu as déjà ce biais de valeur ou d'intérêt par rapport au sport, tu as une connexion déjà. Cette connexion a créé une confiance. Et la confiance, c'est le début de tout, quoi. Tout à fait. Ok. Aujourd'hui, après, vous avez évolué. Enfin, il n'y a pas eu que les réseaux de sport. Vous avez évolué vers entre autres vers un BNI, Voilà. BNI qui est une structure très connue. Alors moi, j'ai toujours été très pas méfiant, mais BNI je trouve ça très contraignant. Et je le dis, j'ai 0 part au BNI. Désolé le BNI, c'est pas contre vous, hein. Mais j'ai trouvé ça très contraignant. Arrive à 7h, faut que tu recommandes un tel. Explique-moi pourquoi t'as kiffé en fait. Le BNI, pour ceux qui ne connaîtraient pas, donc c'est un groupe mondial qui est spécialisé dans les réseaux de business. Donc, ils ont tout un tas de clubs business partout dans le monde. Et dans la Drôme, par exemple, à l'heure actuelle, il doit en avoir peut-être 4 ou 5 clubs différents. Je trouve ça ouf que maintenant, il y en ait par quartier presque. C'est très ramifié. Ouais. Et c'est vrai qu'au premier abord, ça a une image presque, on a l'impression qu'on rentre dans une secte. Bah ouais, clairement. C'est hyper. Moi, c'est l'impression que ça me donne. Ouais. C'est américain en fait, donc c'est hyper process, hyper normé. Mais après, ce que tu peux pas enlever aux Américains, c'est qu'ils ont des méthodes et que ça fonctionne. Ouais. Donc c'est vrai que nous, qui étions plutôt dans un mode le réseau, on va dire, à butiner un petit peu à droite à gauche et faire en sorte que les affaires elles rentrent. Là, tu rentres dans un club business, c'est hyper contraignant, on va dire. Tu dois être chaque semaine à heure fixe au même endroit. T'as pas le droit d'être absent, ou si tu es absent, tu dois être remplacé. Ton siège, il doit jamais être, il doit jamais être vide. Mais par contre, ce qu'on peut pas enlever, et là-dessus, avec mon associé Mickaël, on doit une grosse partie de notre développement, ça a été une vraie rampe de lancement pour nous, au BNI. Parce qu'en fait, il y a un côté très sélectif, c'est-à-dire que tu vas rentrer sur un métier, par exemple, agence de com dans tel groupe BNI, il peut pas y avoir d'autres agences de com. Alors, ça ne veut pas dire que les membres du groupe sont obligés de travailler avec toi. Ouais, mais il y a une mini-exclusivité sur ton groupe. Tu as une mini-exclusivité et ces gens-là, en fait, tu vas les voir toutes les semaines et très souvent, très tôt le matin. Donc, ça crée une forme de solidarité genre, aussi. Tu t'es levé tôt, je me suis levé tôt, on est ensemble. En gros, on est on s'est mis tous les deux dans la même galère. Ok. On vient, chacun va raconter ses histoires, qu'est-ce qu'il a vécu dans la semaine, les difficultés. J'aimerais bien rentrer dans telle boîte. Est-ce que quelqu'un dans le groupe peut me donner le carnet d'adresse, me passer un coup de fil pour moi? Donc, il y a vraiment ce côté entraide et réseau. Alors, tu vois, là, tu désacralises un truc parce que moi, je m'étais mis en tête, c'est un peu bébête, hein, mais parce que comme du coup, j'ai mal allé, je pense que c'est ça. Je m'étais mis en tête que tu fais un tour de table, tu présentes ta boîte et qu'en fait, 20 fois, tu fais ça dans l'année. Je me dis, à un moment donné, tu représentes ta boîte aux mêmes gens, en fait, tu tournes en rond quelque part. Tout à fait. Alors, je pense que sur le long terme, mais sur vraiment plusieurs années, nous, c'est aussi ce qu'on a expérimenté, c'est qu'à un moment donné, si le groupe évolue pas, qu'il n'y a pas des nouveaux entrants, on va dire un peu de turnover pour renouveler avec du sang frais, tu peux avoir le sentiment que ça s'épuise un petit peu. Mais par contre, il y a vraiment une approche où faut savoir la maxime du BNI, et c'est vraiment une maxime qui m'est très chère, c'est qui donne reçoit en fait. C'est-à-dire que ça peut sembler très commercial comme ça au premier abord, mais en fait c'est viens, tu donnes aux gens, tu ouvres ton carnet d'adresses, tu apportes de la valeur, tu les aides à résoudre des problèmes, etc. Le business, il reviendra tout seul comme un boomerang. Et ça, pour le coup, on l'a expérimenté. Et ça marche. Et ça marche. Donc, je sais que dans les groupes BNI où on a pu aller, y en a qui nous ont tout de suite fait bosser parce que ça a matché, parce qu'à l'instant T, ils avaient le besoin tac. Voilà, il y avait un besoin. C'est facile, j'ai un gars dans mon BNI, je le vois toutes les semaines, j'ai plus envie de le faire bosser si ça match que d'aller chercher une boîte que je connais pas. Et ensuite, en fait, tu travailles ton premier cercle, donc c'est les membres de ton réseau. Mais ensuite, chaque membre, il a aussi un carnet d'adresses qui peut t'ouvrir. Et donc, tu as vraiment ce côté vertueux. Et c'est vrai que plutôt que faire ta présentation de manière très sectaire chaque semaine, oui, bonjour, on est une agence de communication, on fait des sites internet, des logos, etc. Tu vas plutôt dire, bon, voilà, cette semaine, il s'est passé ça à l'agence, j'ai rencontré telle difficulté. Tu vois, plus un côté humain aussi de partage d'entrepreneurs ou de il n'y a dirigeants. pas que du business, tu peux aussi partager des anecdotes, exactement. des choses. Et ça nous a beaucoup apporté aussi sur ce côté-là, c'est-à-dire au-delà du business, de s'enrichir en fait, parce que c'est assez rare, enfin, c'est une richesse en fait de pouvoir rencontrer, en moyenne les groupes c'est 20-30 membres, chaque semaine tu as 20-30 dirigeants qui vont t'amener de la valeur sur 1h30 et comme c'est hyper cadré, c'est pas la foire, ça part pas dans tous les sens, donc c'est quand même vraiment orienté business, développement. Et ça apporte énormément. Nous, on doit beaucoup au BNI, mais tu as ce côté qui est très américain. Tu as des statistiques, combien de rendez-vous tu as fait avec les membres du groupe,
combien de recommandations tu as donné. Donc, Si tu n'en donnes pas, est-ce que tu es pénalisé? Tu sors du groupe? tu n'es pas pénalisé, mais il y a quand même un côté chaque semaine où, à la fin de la réunion, chacun doit se lever. Et voilà, moi, cette semaine, mes contributions au groupe, ben, j'ai fait une recommandation pour Bon Travail. J'ai vu Studio 306 en rendez-vous en tête-à-tête. Tu as un petit compte rendu. Tu as un petit compte rendu à faire. Et après, tu as ce qu'on appelle les merci pour le business, où là, tu vas dire bah, merci à Bon Travail, ils nous ont fait bosser pour 3 000 €. Et donc après, tu as une appli où tu as tes stats, combien tu as donné, combien tu as reçu. Ah ouais, c'est très, voilà. Mais très, très normé. Tu as un vrai. Ouais, un peu comme sur, je pense, toi, sur de la prospection où tu as des métriques. Ouais. Tu es capable de mesurer ce que ton réseau t'a rapporté. Et je sais que nous, on a fait des années. Le BNI, rien que mon groupe, donc moi j'étais dans un groupe, Mickey était dans un groupe, rien que mon groupe, c'était 200 000 € de chiffre d'affaires. Tu as récupéré 200 000 de chiffre. Voilà. J'en avais amené plus. C'est énorme quand même. Mais tu récupères 200 000 € grâce aux membres, Mmh. soit le business que tu fais directement avec eux, soit le business qui te rapporte. Donc pour une boîte comme nous, qui à l'époque faisait un peu moins d'1 million d'euros, tu vois, tu as peut-être 20% de ton chiffre d'affaires qui va provenir de ça. Donc c'est énorme. Ok. Bon, intéressant. Alors moi, après, c'est vrai que la critique que j'ai souvent fait du coup au réseau, c'est que quand tu vas dans ces réseaux-là, pour moi, tout le monde est dans une posture où on veut vendre en fait. Ouais, tout à fait. Donc en fait, t'as pas, tu vois, t'as des très beaux acheteurs, tu vois. On sait en plus sur notre territoire qu'il y a des très belles boîtes. Tu vas pas trouver le patron d'une très belle PME ou d'une ETI à un BNI, tu vois. T'as plutôt, j'ai l'impression, c'est pas péjoratif, des petites entités et des petits entrepreneurs, entre guillemets, sans que ce soit péjoratif. Donc, pour le coup, moi, je me dis, en fait, quand tu veux signer des belles affaires ou des beaux deals, en fait, j'ai toujours eu l'impression qu'il n'y a que des gens qui sont en vendeur en face de toi et que tu n'es pas le bon endroit. T'en penses quoi de ça? Je suis à moitié d'accord. Effectivement, nous, on a fait le constat et c'est ce qui nous a amené finalement à sortir des BNI il y a 2 ans à peu près. On s'est retiré des groupes où on était avec Mickaël. C'est qu'entre guillemets, nous, on était devenus les plus gros. Tu vois, on est une boîte à peu près une quinzaine de collaborateurs. Et effectivement, la typologie d'entreprises qui sont présentes, c'est l'entrepreneur solo. Jusqu'à des boîtes comme nous, on était un petit peu les plus gros. Et à la fin, tu peux avoir un petit peu le sentiment, même si encore une fois, c'est qui donne reçoit, c'est toujours pareil, mais qu'on vient pour te vampiriser un peu ton carnet d'adresses et que le business il revient moins en retour. Mais en tout cas, c'est une très bonne rampe de lancement. Et il y a malgré tout des très beaux deals parce que même si tu as des personnes qui sont dans des toutes petites structures, le BNI, il y a un gros côté aussi, il y a beaucoup de boîtes tu vois, dans le bâtiment. C'est peut-être des petits artisans, mais qui ont accès, par exemple, à des très gros appels d'offres. Et je sais que la sphère du BTP, ils faisaient énormément de business entre eux. Ils étaient sur des très gros deals. Mais c'est sûr que moi, par exemple, sur le BNI, j'ai pas pu accéder à des énormes deals, je sais pas, d'une refonte d'identité d'une très très grosse boîte via le BNI ou de site internet. Mais par contre, ça a généré du business. Et au-delà de ça, comme je l'ai dit, l'enrichissement personnel, parce que tu rencontres des gens, soit qui ont eu les mêmes difficultés que toi en tant qu'entrepreneur, du coup, tu vas pouvoir les aider. Des gens qui sont dans le métier depuis plus longtemps que toi, qui ont aussi des choses à te partager. Donc, moi, je ne raisonne pas que les euros, tu vois, dans l'appli de combien tu as gagné, mais c'est aussi ce que ça nous a apporté point de vue humain, quoi. Ok, voilà. J'entends. Donc, du coup, toujours dans le match, moi, un petit peu dans cette logique-là, c'est que je trouve que quand tu vas dans les réseaux, tu choisis pas forcément à qui tu t'adresses. Je m'explique, je vais essayer d'étayer mon propos. Quand tu prospectes, tu sais qui tu vas appeler. C'est-à-dire que tu as en target une entreprise, tu l'as choisie et tu choisis l'entreprise à qui tu veux parler. Donc, tu décides à qui tu vas parler. Tout à fait. À l'inverse, je trouve que dans cette façon de travailler, effectivement, tu peux avoir le fameux rendez-vous Bourbier. Va voir mon beau-frère, tu verras, c'est un super truc. Et en fait, tu te retrouves parfois à perdre du temps. Et je trouve, mais après que j'ai pas l'idée de la propension. Est-ce que 9 fois sur 10, tu as du bon, entre guillemets, du bon deal qui vient à toi? Ou est-ce qu'au final, il y a 50% entre guillemets qui n'est pas du bon deal? Comment tu le... Je suis entièrement d'accord avec toi. Effectivement, c'est le revers de la médaille. C'est que quand tu travailles uniquement ton business entrant via du réseau, il y a une partie que tu maîtrises pas le flux. Donc, si je devais dire, je dirais peut-être 7 fois sur 10, 8 fois sur 10, c'est pertinent et il y a un vrai deal potentiel. Après, on a eu des rendez-vous avec Mika vraiment bourbier. On peut en parler si tu veux. Vas-y, on s'est retrouvé dans 2-3 rendez-vous vraiment où tu te dis mais où est-ce que je suis? Mais où est-ce que je suis? Enfin, j'ai pas créé une boîte pour ça. Donc, tu vois, quand on est rentré, un des premiers justement rendez-vous qu'on a eu comme ça via le réseau, qu'on est rentré donc à l'époque dans notre premier réseau à l'Olympique de Valence, on s'est retrouvé à faire un rendez-vous avec Mika donc dans une boîte de nuit en pleine journée.
Et en fait, on était face à notre interlocuteur et on était entouré de, je sais pas, peut-être 5-6 mecs armés, tu vois, des gorilles en mode, tu sais, les oreillettes. Ouais. Et tu te dis, mais. Je suis peut-être pas à ma place là. Voilà, je suis peut-être pas à ma place. Et quand le gars, donc c'était pour un site internet, et quand le gars, il te dit combien ça coûte, t'as un côté où en fait tu dis, t'as la pression, vas-y, je vais dire un prix super bas parce que je Ah vais ouais. me faire allumer Bah derrière. Voilà. Donc tu te retrouves sur un des premiers rendez-vous. À l'époque, on avait, je sais pas, peut-être 22-23 ans. Ok. Enfin, on était vraiment déstabilisés. On s'est retrouvé pareil via le réseau, rendez-vous chez un artisan. Donc, après, il faut remettre les choses dans le contexte. C'était il y a plus d'une dizaine d'années. Le digital, c'était pas aussi important qu'aujourd'hui. Et on se retrouve en rendez-vous donc sur recommandation chez un artisan. Et le gars, donc on va le voir. Ok, monsieur, vous avez un projet. Il nous dit les yeux dans les yeux. Il nous dit, moi, en fait, je vous fais venir pour faire un site internet. J'en ai rien à taper. Faites ce que vous voulez. Vous pouvez me faire un truc moche. Je m'en fous. On m'a juste dit qu'il fallait que j'ai un site internet. Ouais, il avait pas compris le sens. Mais voilà, le gars, on lui a fait son site. Il était content. Il a payé, mais il s'en foutait complètement. Et si tu veux, nous, c'est aussi, je t'ai dit tout à l'heure, il y a le côté humain. Nous, le mec qui a pas le sens, ça matche pas non plus. Ouais, en fait, c'est pas notre approche de dire, ok, on a pris un billet, on a fait un site. Nous, c'est aussi ce qui fait la réputation de la boîte aujourd'hui, c'est qu'on essaie vraiment de connecter avec le client, connecter avec son histoire, ses valeurs, pour vraiment pouvoir les sublimer. Et là, tu te retrouves dans un truc où le mec est en décalage, il a pas forcément. Blanche, le gars, il te répond pas, il s'en fout, il t'envoie pas de photos, mais bref. Donc, c'est des rendez-vous marrants. Et après, pour terminer là-dessus, sur recommandation, je me suis retrouvé en rendez-vous dans un appartement, donc chez quelqu'un qui a le syndrome de Diogène. Alors, j'explique peut-être à notre audience qui connaît peut-être pas le syndrome de Diogène. C'est des personnes qui ne peuvent pas jeter leurs déchets, qui gardent tout dans leur appartement. Et donc, du coup, j'ai l'ami d'un beau-frère, voilà, toujours pareil. Et tu te retrouves dans un rendez-vous où tu es assis entre les sacs poubelles sur le bord d'un lit. C'est très dur, en fait, de faire ton métier. Tu te dis, j'ai pas signé forcément pour ça non plus. Et le projet, il aboutit pas derrière parce que, voilà, pour tout un tas de raisons. D'hygiène, principalement. Voilà, d'hygiène. Mais voilà, après, c'est des anecdotes qui sont aussi rigolotes, mais qui font comprendre que le réseau, c'est très bien, mais il y a un côté, tu ne maîtrises pas. Et la qualité, ça, c'est une chose. Et après, il y a le côté, et nous, c'est vraiment une chance. Et quand je parle avec d'autres amis entrepreneurs, presque, on est un peu des ovnis, c'est que tu ne maîtrises pas non plus le flux. C'est-à-dire que, je sais pas, quand tu fais par exemple ton prévisionnel d'une année sur l'autre, beaucoup d'entreprises où tu as un dirigeant un peu comme toi avec un profil sales, ils vont dire bon, voilà, je sais pas, l'année prochaine, on fait X rendez-vous de prospection par semaine. On sait que statistiquement, on va signer tant de deals à tant de paniers moyens. Voilà le chiffre d'affaires qu'on peut projeter. On recrute des commerciaux, etc. Nous, on n'a jamais recruté de commerciaux. Il n'y a jamais eu de commerciaux dans l'entreprise. Les seuls commerciaux, c'est Mickaël et moi. Et quand on arrive en début d'année avec le comptable, alors, je ne sais pas le doigt mouillé non plus, mais on a un côté où on a une part d'inconnu parce qu'on sait qu'on ne prospecte pas. Mais par contre, on travaille tellement notre réseau et je pense, sans nous jeter de fleurs, qu'on le travaille vraiment bien, qu'en fait, chaque année, ça nous a permis de faire de la croissance sans l'avoir anticipé. Enfin, je sais pas, je vois ce que tu veux dire. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc, il y a une part de risque, mais malgré tout, voilà, depuis 15 ans, ça nous a souri, on est toujours là. Mais par contre, notre réseau, c'est ce qu'on a quasiment de plus cher, avec notre team derrière, et on le travaille vraiment au jour le jour, quoi. Très intéressant, très bien. Donc on converge, ça veut dire que du coup, on est en train de dire quand même que, bon, on va dire 7 fois sur 10, le réseau c'est intéressant, mais il y a quand même ces 3 fois sur 10 où voilà, il y a peut-être une façon de travailler autrement. Et dans le autrement, il y a la fameuse prospection. Donc là, on part plus du schéma où l'entrant, le prospect vient à toi, on part du schéma où on va vers l'autre. C'est mon monde à moi. Mais là, j'adore. Très bon là-dessus. Alors, très bon, mais que j'aime bien en tout cas. Mais en tout cas, ce que j'aime bien là-dedans, c'est que, bon, tu choisis ta cible. Ta cible, j'aime pas ce mot-là, mais tu choisis à qui tu vas t'adresser. Et après, derrière, du coup, je trouve que le temps est maximisé en fait. C'est que du coup, si tu sais exactement ton produit, qui il va aider, je trouve qu'il y a vraiment une optimisation là-dessus. Moi, je voudrais juste te poser une question. C'est pour toi aujourd'hui, qui n'est pas le sales de la boîte, c'est plutôt Mika, la prospection aujourd'hui. Est-ce que pour toi, ça marche? Est-ce que c'est complètement has-been? Est-ce que prospection téléphonique, prospection porte-à-porte, prospection par téléphone, toi qui es dans la com, quelle vision tu as? Est-ce que pour toi, c'est vraiment has-been ou est-ce que c'est encore d'actualité, ça marche? Alors,
Je vais te répondre très clairement. Pour moi, c'est complètement d'actualité. Mais après, c'est un cheval de bataille qu'on n'a pas choisi. Mais principalement, on va dire pour des questions d'image. Et il faut prendre aussi en compte le contexte dans notre secteur d'activité à nous, dans la communication. C'est que année 2010 jusqu'à 2020, il y avait beaucoup de grosses, tu vois, des agences nationales de communication qui vendaient des sites internet, des trucs en leasing avec pas mal d'arnaques, des trucs un peu opaques, etc. derrière. Et du coup, il y avait un peu une mauvaise image de ces entreprises qui prospectaient pour vendre du site internet, etc. Oui, il y en a encore. Hein. Voilà, Je ne citerai pas un qui commence par un S, là, mais il y en a, qui cote plutôt local, d'ailleurs. Il y en a encore. Mais nous, effectivement, par rapport à l'image qu'on veut donner de Starteo, c'est-à-dire vraiment, nous, dans l'approche, c'est l'humain qui est au cœur du truc. Notre client, en fait, on trouve qu'il y a un côté, c'est un peu antinomique, en fait, on vend vraiment de l'humain à fond, on s'intéresse aux clients, etc. Et la prospection, pour moi, et Mika, mon associé, qui est plus un commercial, a pas tout à fait la même vision, mais il y a une image qui peut être, ça peut donner une image négative, un peu de requin. Oui. Alors, je suis d'accord avec toi à 300%, et c'est tout l'objectif de ce débat, on y arrive. C'est que si tu es convaincu que ce que tu apportes, c'est de la balle, c'est-à-dire que vraiment, ce que tu fais, c'est le top du top. Si tu sais que tu soignes un problème du client, pour moi, il y a zéro débat, il faut aller le vendre. C'est comme si je te dis, j'ai le vaccin contre le sida. Tu seras un putain d'égoïste, en fait, si tu vas pas le donner aux gens, en fait. Ouais, je suis d'accord, mais on n'a pas le vaccin du sida. C'est ça. Vous avez Starteo. Je suis d'accord, mais en fait, moi, ma vision, c'est de me dire, si je bosse bien, si je communique bien, je bosse bien pour mes clients, etc., j'ai même pas besoin de prendre ma voiture, d'aller taper à la porte ou décrocher mon téléphone. J'ai même pas besoin, entre guillemets, de me donner la peine d'aller chercher des gens. Peut-être qu'ils vont être intéressés, peut-être qu'ils ne vont pas l'être. Les gens, ils vont venir d'eux-mêmes. Okay. En fait, le produit va faire le boulot tout seul. Donc, du coup, si on doit choisir entre 3 schémas de prospection, la prospection par téléphone, la prospection LinkedIn ou le porte-à-porte, 3 trucs que tu adores. LinkedIn à la limite. Mais... Voilà, moi je voudrais juste savoir sur quoi tu miserais et voilà, vers quoi tirer spontanément. Spontanément, j'irais plus sur LinkedIn parce que dans ma stratégie de communication et perso et celle de la boîte, c'est un réseau qu'on travaille énormément. Après, je rejoins le fait que tous ces leviers de prospection, ils sont complémentaires les uns des autres et qu'ils ont un intérêt. Simplement, nous, c'est vrai que dans notre approche, comme on est vraiment sur le côté humain, la prospection, elle a parfois une image un petit peu négative de requin. On vient, on va te chercher à te vendre quelque chose. Je me mets à la place des gens qui sont beaucoup sollicités. Et c'est vrai que nous, on a plutôt une approche de se dire, on va travailler du mieux possible pour nos clients. On va vraiment s'intéresser à eux, aller en profondeur, sortir des projets qui claquent, des projets qui font du bruit. Et en fait, le produit, du coup, par lui-même. Ouais, la prospection, c'est le produit. Voilà, c'est-à-dire que la qualité du produit, du rendu fait que la preuve sociale, tous ces concepts marketing, on considère que ça va faire le boulot tout seul, sans que nous, on ait allé à, entre guillemets, forcer le client, même si on résout un de ses problèmes, mais à entendre un discours commercial, etc. Nous, on est vraiment dans une logique de dire, voilà, hello le monde, on est sur les réseaux sociaux, notre site internet, etc., Starteo, voilà notre approche, voilà qui on est, voilà ce qu'on sait faire. Et on considère que si on le fait bien, les gens ils vont venir d'eux-mêmes. C'est ce qui se passe depuis 15 ans. Après, encore une fois, il y a ce côté où on ne maîtrise pas et demain ça peut se réduire, voire s'arrêter. À l'inverse de la prospection où toi tu es un petit peu en maîtrise, comme on le disait tout à l'heure, tu as ton entonnoir. Tu sais que si tu tapes tant de portes, tu as tant de rendez-vous, tant de devis et que tu signes tel chiffre d'affaires. C'est pas du tout notre approche. Je comprends. Alors, ce qui serait intéressant, tu vois, avec les personnes qui nous regardent, cet aspect requin qu'on a ou cette perception qu'on a du vendeur, c'est de dire que j'y vais, je vais déranger. Est-ce qu'on ne peut pas juste se dire aussi, la personne qui va vendre, elle a envie juste de faire le point sur une situation, voir si elle peut l'aider, d'apaiser un peu ce côté-là, de le rendre un peu plus rond, parce que je pense qu'il y a beaucoup de commerciaux qui nous regardent. Je pense qu'il y en a quand même pas mal, ils adorent leur métier, ils adorent leurs clients, ils adorent découvrir. Et le fait d'aller vers quelqu'un, est-ce qu'on peut se dire aussi, c'est pas forcément avoir les dents qui raillent le parquet. Je suis complètement aligné là-dessus. Après, je pense qu'il faut voir aussi, c'est le produit que tu vends. Et nous, c'est vrai que sur de la communication,
C'est toujours un peu le parent pauvre dans les entreprises, c'est-à-dire que quand les entreprises ou le contexte économique ça va bien, ok, on est prêt à mettre des budgets pour faire de la com, développer des nouveaux projets. Quand le contexte économique il est plus tendu, le premier truc qu'on coupe souvent c'est la com. Et il faut voir aussi que sur les 10-15 années là, qui sont écoulées, il y a eu un gros virage au niveau digital, la partie site internet, la partie réseaux sociaux, etc. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué et que souvent nos interlocuteurs, tu viens leur vendre un produit technique, le site internet, même les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tu as des interlocuteurs qui maîtrisent, mais il y a quelques années en arrière, il y en a, c'était un peu du chinois pour eux. Donc, tu viens vendre un produit technique. Et en fait, si tu viens prospecter un client sur un produit technique où il ne maîtrise pas, il ne sait pas trop de quoi on parle, eh ben, je pense que tu peux avoir ce côté, cette vision négative dont je te parle. Et je pense que c'est plus facile d'aller prospecter quand tu vends peut-être d'autres produits que de la communication aussi. Donc, c'est pour ça que dans les réponses que je donne, je prends en compte mon spectre de ce que je vends en tant qu'agence de com, quoi. Ok. Du coup, ça me fait la transition vers la deuxième partie de notre interview, qui est un petit peu aujourd'hui la visibilité. Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui pour exister? On est en 2025, Vincent. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est au niveau de la communication dans les entreprises? Concrètement, il y a 15 000. On nous dit d'aller vers l'IA, on nous dit d'aller vers les réseaux sociaux. Alors encore un peu moins, il y a du TikTok qui explose. En fait, il y a 12 000 choses à faire. En fait, aujourd'hui, il faut faire quoi pour exister? Alors, correctement. Ouais, correctement. Alors en fait, tu fais bien de le préciser parce qu'en fait, aujourd'hui, on a tous ces outils qui sont à disposition. Ces outils, la plupart qui sont gratuits. Donc les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok. On a l'IA qui est en train d'exploser. Pareil, c'est des outils qui sont accessibles à tous et gratuits. Et en fait, on te fait miroiter un petit peu... Voilà, c'est le miroir aux alouettes. On te fait croire que tu écris 2 prompts sur ChatGPT ou tu fais 2 publications par semaine sur LinkedIn et boum, tu vas... T'es devenu micro-influenceur ou macro-influenceur. Voilà, tout à fait. En fait, c'est ce qui est difficile à comprendre pour beaucoup de gens, mais c'est le revers de ces réseaux sociaux où tu es surabondé de posts, de réussite, que c'est facile, qu'il suffit de faire ça et ça fonctionne. C'est qu'aujourd'hui, la clé, c'est la stratégie, en fait, et de communiquer de manière ponctuelle, même si tu fais tes 2 posts sur LinkedIn chaque semaine, mais que tu n'as pas toute une stratégie qui est reliée derrière. Il n'y a pas de direction. C'est un coup d'épée dans l'eau, c'est une goutte d'eau dans la mer. Et donc, beaucoup de gens s'épuisent à ça en se disant attends, on m'a dit qu'il faut faire 2 posts par semaine sur LinkedIn. Je l'ai fait, j'ai parlé de telle thématique, je fais 3 likes, ça ne marche pas. Et donc, du coup, quand nous, on arrive derrière ou qu'on vient nous solliciter, la personne, elle est déjà déçue d'avance par le produit que tu vas chercher à vendre. Parce qu'en fait, les outils de communication, je parle bien des outils, aujourd'hui, ils sont démocratisés. Tu peux faire un logo aujourd'hui avec ChatGPT, tu écris 2 phrases, tu vas avoir un logo qui va sortir. Nous, un logo, tu vas avoir 2 jours de boulot d'une graphiste, un chef de projet qui va prendre le temps avec le client, qui va faire des jeux de personnalité avec des cartes, qui va faire un brief, et ton logo, il va vraiment raconter une histoire à la fin. Ça fait pas tout ton business, mais en fait, c'est le point de départ de tout de raconter une histoire. Voilà, de raconter une histoire de tout ce que va être ta communication. Nous, c'est ce qu'on propose. Okay. Mais tu as des gens aujourd'hui, ils vont te dire pourquoi tu me vends un logo 3 000 €, j'écris 2 phrases sur ChatGPT, je l'ai gratuitement. Parce que à la fin, tu as un logo, mais tu n'apportes pas du tout la même valeur. Et donc pardon, vas-y. Pour terminer, aujourd'hui, en fait, ce qui fait défaut, c'est ce côté, tous les outils, ils sont accessibles à tout le monde et du coup, tout le monde croit qu'il peut faire de la communication. Et donc, la clé, c'est la stratégie, que les choses, elles aient toutes du lien les unes avec les autres. Et on se rend compte pour les clients pour qui on travaille, on a la chance d'avoir des clients qui nous disent « Les gars, voilà, mon objectif, c'est je veux développer mon chiffre d'affaires de temps, je veux augmenter ma notoriété, je veux recruter des... » Peu importe quel que soit l'objectif. Entre guillemets, il y a un budget qui est donné, mais vous avez carte blanche. Trouvez-moi l'idée qui va être en fait le point de départ de toutes les actions qu'il va y avoir derrière. Et là, c'est nous, on s'éclate le plus parce que chaque action qu'on va mettre en place, va être réfléchie elle est réfléchie pour répondre à cet objectif-là. Et du coup, il y a un impact qui est maximal. Qu'aujourd'hui, en fait, c'est un peu erratique ce que font les gens parce qu'ils se disent, oui, ok, en fait, avec Canva, je peux bricoler faire un petit flyer, je peux écrire un petit prompt avec ChatGPT qui va me faire un post LinkedIn moyennasse. Et en fait, à la fin, ils disent ouais, j'ai passé du temps, ok, mais en fait, c'est pas ouf ces outils, quoi. Ouais, je comprends. Ça veut dire qu'on arrive vers cette conclusion où finalement, la plupart des gens aujourd'hui prennent un raccourci vers l'outil. Tout à fait. Avant de prendre le temps de réfléchir à une réelle stratégie. Et c'est là où vous amenez de la valeur. Tout à fait. C'est là où vous réfléchissez dans son ensemble et les outils viennent après.
Exactement. et pas d'abord. Les outils, en fait, ne Ok. sont que le résultat, Mhm. alors qu'aujourd'hui, comme je le dis, le fait que tous ces outils soient gratuits, les gens, ils plongent dedans. Ah, tiens, je vais essayer. Ouais, je vais faire mon starter pack. Ok, Mhm. ok, tout le monde l'a fait. Mais aujourd'hui, l'IA, tu peux faire des choses beaucoup plus puissantes. Mais en Mhm. fait, la question, c'est quels sont mes objectifs? À quoi doit répondre l'IA? Si c'est juste pour me faire un délire à créer 3 images, Mhm. ok, mais la communication, c'est pas ça. Par contre, l'IA, dans ta stratégie de communication, Mhm. elle peut t'apporter des choses Mhm. qui viennent répondre à des objectifs très précis. Ok. Et donc, en fait, aujourd'hui, c'est le revers de la médaille voilà, le monde dans lequel on vit, où il y a toutes ces applications, on est hyper connecté, on essaie de rendre les choses toujours plus faciles, mais les gens, ils raisonnent que en termes d'outils, alors que nous, on raisonne vraiment Termes stratégie. Exactement. Donc la clé, c'est aussi de savoir, entre guillemets, faire un peu moins, mais faire mieux, si j'ai bien compris. Tout à fait. Très bien. On dit souvent que dans la communication, ou même pour aujourd'hui la visibilité, puisque c'est le thème du podcast, on dit qu'il faut être visible. La question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il faut être visible aujourd'hui? Tout le temps? Ouais. Est-ce qu'il faut tout le temps occuper l'espace? Est-ce qu'il y a une telle bataille de l'attention? On scrolle tellement, et aujourd'hui les gens n'ont tellement rien à foutre, tellement il y en a. Est-ce qu'il faut être visible? Alors, il faut être visible, oui, mais il ne faut pas chercher à être visible de manière massive. C'est-à-dire qu'il faut vraiment chercher à être visible auprès des bonnes personnes et leur délivrer le bon message ou partager la bonne valeur. Mais la recherche de visibilité à tout prix, aujourd'hui, c'est hyper compliqué. C'est-à-dire que tout ce qui va être les algorithmes sur les réseaux sociaux, les coûts publicitaires, si tu veux faire de la pub sur les ça peut être plateformes, très cher. Hein, voilà, tu veux faire de la pub sur Google Ads, etc. C'est des coûts qui ont explosé. Et donc, du coup, ça devient moins attractif en fait de chercher à faire du volume. Donc, par contre, l'avantage de la communication et du digital, c'est que sur quand même beaucoup de leviers, tu peux mesurer des retours sur investissement. Et il vaut mieux payer ton coût d'acquisition, ton coût par clic, ton target sur les réseaux sociaux plus cher et cibler beaucoup moins de monde, mais de manière beaucoup plus qualitative. Ouais. Et aujourd'hui, on s'en rend compte. En fait, on mène des campagnes de communication pour des clients. Souvent, c'est du B2B. Une grosse partie de notre clientèle, c'est du B2B. Donc, tu n'as pas un besoin d'abonder comme tu comme en B2C, voilà, par comme exemple. en B2C, comme et en fait, sur des campagnes qui vont pas toucher forcément beaucoup de monde, mais par contre, ça va être fait de manière très ciblée. Il y a des super retours sur investissement. Donc, la visibilité, oui, un petit peu. Il y a ce côté aujourd'hui où les réseaux sociaux, il y a un peu ce prisme magique, c'est que tu peux dire ce que tu veux et faire miroiter ce que tu veux. Il faut quand même être là. Ouais. Il faut quand même être là parce que ça fait partie pour moi de l'écosystème qui est pris en considération par les entreprises avant de choisir un prestataire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vas aller démarcher une boîte, faire ta prospection. Tu peux être un caïd en vente. Tu t'intéresses à ton client, tu vas dérouler tout ton process, etc. Derrière, il va sur tes réseaux sociaux, il n'y a rien qui a été publié depuis 8 mois. Ton site internet, il est pas dingue. Ça vient détruire ta confiance. Ça vient détruire le lien de confiance que tu as. Je comprends. Okay. Pas dans 100% des cas, mais en fait, ça vient l'altérer, quoi. Voilà, c'est altéré. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que nos deux visions, en fait, elles convergent parce que tu peux être un excellent commercial si derrière, tu n'as pas l'image raccord avec la prestation que ou avec ce que tu dis. Avec ce que tu dis, il va y avoir un problème. Donc nous, c'est vrai que l'approche, c'est vraiment de se dire sur ce que les gens vont pouvoir voir, c'est le plus proche de la réalité. On ne vend pas du rêve dans ce qu'on raconte, dans ce qu'on montre, etc. Et par contre, on les laisse décider de venir à nous ou non par rapport aux besoins qu'ils peuvent avoir. Et pour le coup, le côté taux de transfo, je te disais tout à l'heure, peut-être 7 sur 10, 8 sur 10, la qualité des leads, mais du fait que par contre on n'est que du business entrant, le taux de transfo pour nous, c'est beaucoup plus important. Voilà, c'est peut-être 90-95% des gens qui rentrent dans nos bureaux pour un devis, on travaille avec eux. Et en plus, ils vous tapent la bise en rentrant. Et en plus, ils tapent la bise et Mika les appelle gros ou frérot. Impeccable. Du coup, ça repositionne clairement l'importance des réseaux sociaux. Tu l'as dit, il faut être là. Moi, je me pose la question, vu que vous êtes aussi très très bon sur la partie événementielle, est-ce que tu peux bâtir sans les réseaux sociaux aujourd'hui? Alors, tu vas me dire certainement non, pas complètement, mais ma question elle est plutôt sous-jacente avec la partie événementielle. Je trouve cet aspect-là peut-être sous-travaillé. Tout à fait. Est-ce que tu peux bâtir une stratégie de communication et de visibilité que par l'événement aujourd'hui? Est-ce que tu as des exemples de boîtes qui réussissent là-dedans ou qui sont très très bons là-dedans? Alors, que par l'événement vraiment pur et en mode opaque, confidentiel, avec très peu de communication derrière, je vais te dire quand même non. Mais par contre, l'événementiel, c'est un vrai levier pour toucher du monde de manière très très qualitative. Et il vaut mieux toucher avec un événement, on en parlait tout à l'heure, où tu vas faire venir 80 prospects
mais qui sont hyper intéressés par la valeur que tu vas leur délivrer. Et derrière, très certainement que tu vas signer peut-être 10 clients, je vous le souhaite, tu n'auras touché que 80 personnes. Bien sûr. Tu vas tabasser de posts sur LinkedIn, etc., de la pub, tu vas peut-être toucher 5000 personnes. Ça ne te ramènera pas ces 10 clients. Donc, l'événementiel, en fait, c'est vraiment quelque chose pour travailler justement le réseau de manière très qualitative, parce que tu vas pouvoir à la fois véhiculer ton image, à la fois apporter de la valeur, parce que événementiel, souvent on associe le côté festif, mais il y a aussi le côté tu vois, séminaire, bootcamp, etc., où tu vas pouvoir partager de la valeur, montrer ton savoir-faire. C'est extrêmement convivial. C'est extrêmement convivial. Tu es dans l'instant, tu crées des connexions, et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Je le disais tout à l'heure sur la partie réseau. Tu travailles ton réseau. L'événementiel, c'est un peu le Graal en fait de tout ça. C'est-à-dire que tu fais du réseau, tu fais de l'image, tu fais de la communication, tu fais de la prospection aussi. Si derrière, tu arrives à t'en resservir sur les réseaux, tu arrives à t'en resservir. Et effectivement, je trouve pour le coup, si ta stratégie elle est basée sur l'événementiel et que derrière, tu ne communiques pas sur les réseaux, tu ne vas pas au bout de ton process. Par contre, on en parlait aussi tout à l'heure, mais de montrer que tu as fait un super événement dans un lieu très cool. On voit les gens qui sont souriants, ils sont venus, ils ont appris des choses, ils sont contents. Ils ont mangé de la bonne bouffe. Enfin, c'est les clés d'événementiel. Ces gens-là derrière, ils sont à moitié, même aux 3/4 conquis. C'est-à-dire que même si sur l'instant ils n'ont pas besoin de ta solution ou besoin de réfléchir ou quoi, ça peut être des prescripteurs derrière. Et nous, c'est des choses qu'on a connues. On disait le côté réseau dans les anecdotes marrantes. Il y a des fois, on s'est retrouvé face à des gens, on dit mais comment vous nous avez connus ? Ah mais c'est un tel qui nous a parlé de vous, il nous a recommandé. La personne, on ne le connaît pas. C'est pas un client de l'agence. Et le gars, il est ambassadeur c'est magnifique, pour nous. Voilà, ça c'est magnifique. Ça n'arrive pas tous les matins. Mais quand tu arrives à ce niveau-là, c'est que tu as bien bossé. C'est que tu as bien bossé. Donc l'événementiel, moi je dis oui à fond, parce qu'en plus, tu as ce côté... tu as le lien humain qui se crée. Et en fait, sur les réseaux, on montre toujours le prisme qu'on a envie de montrer. Alors que l'événement, il est réel. L'événement, c'est réel, tu peux pas tricher. Et je trouve que pour connecter avec les gens et que les gens ils ressentent vraiment, tu vois, l'ADN de ta boîte, l'événementiel, c'est parfait. C'est pour ça que nous, on fait beaucoup d'événementiels. Pas forcément des événements avec 100 personnes, mais on a des événements réguliers chez nous, soit en format petit-déj, où on va vraiment apporter de la valeur, tu vois, avec le morning des réseaux sociaux, sur la partie... réseaux sociaux, comment en communiquer, TikTok, comment intégrer l'IA dans les réseaux sociaux. On fait venir des gens gratuitement. On va leur parler d'une thématique, mais on n'est pas là à leur dire on va vous vendre la gestion de vos réseaux sociaux. On est juste là, on dit venez, on fait un super petit déj, on passe un bon moment, on va vous expliquer comment débloquer telle problématique que vous avez au quotidien sur les réseaux, et basta. Encore une fois, on cherche rien à vendre. Les gens, ils repartent, ils ont passé un bon moment, ils associent Starteo à ce bon moment. Certainement que s'ils ont besoin, il y a plus de chances qu'ils reviennent vers nous, mais on ne vient pas là pour leur dire à la fin tenez, voilà le petit flyer. Et de la même manière, sur le format Afterwork, on a notre événement Ma Tribu en Or. On invite donc des prospects, des gens du réseau, etc. Ma Tribu en Or, en référence à Une famille en or. Famille en or, on est d'accord, fameuse émission des années 90. Exactement. On a tous regardé. Voilà, donc animé par Bernard Montiel à l'époque et aujourd'hui animé par notre H national. Et donc là, pareil, pour moi, c'est vraiment l'ADN de la force du réseau. On fait venir des gens, on les fait jouer à un jeu qu'on a inventé. Derrière, ils mangent petit burger, apéro. Ils repartent. À aucun moment on parle de Starteo. À aucun moment ils ont passé un bon moment. Voilà, ils ont juste passé un bon moment. Okay. Ils ont vu un peu, ils sont imprégnés de l'ADN de la boîte. Et demain, c'est peut-être des ambassadeurs. Voilà. Mais par contre, à aucun moment on leur parle de Starteo. On ne cherche pas à leur vendre quoi que ce soit. C'est vraiment désintéressé au possible. C'est un peu du BNI là. Je donne et après. Exactement. C'est comme je te dis, on fait tout pour ne pas vendre. Et tu finis par vendre. Ok, voilà. Parfait. Du coup, c'est bien que tu donnes cette anecdote de Ma Tribu en Or, parce que aller sur les réseaux, communiquer, faire des posts, on démarre tous par ça. J'ai l'impression que c'est difficile de sortir du lot. C'est très dur. Toi, tu es reconnu spécifiquement avec Mika pour être des créatifs, de sortir un petit peu des sentiers battus. Et justement, pour faire le lien avec le thème du jour, la visibilité, qu'est-ce qu'il est possible de faire aujourd'hui en com pour sortir du lot ? Je sais que vous avez fait des émissions, carrément des émissions TV pour promouvoir la marque employeur de boîte. Est-ce que tu as des exemples des trucs les plus fous que vous ayez fait pour aider une boîte à capter l'attention,
à sortir? Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Est-ce que quasiment tout est possible? Ouais, en fait, tout est possible. Il n'y a pas vraiment de limite parce qu'aujourd'hui, avec tous les moyens que tu as, que ce soit sur de la réalisation vidéo, tu vois, avec des boîtes comme Fab, Dasno, avec ce que l'IA peut permettre de faire, tu peux aller très loin dans des délires pour faire des montages avec des vidéos. Enfin, si tu veux, le champ des possibles, il est illimité. Après, en fait, ce qui est hyper important, c'est vraiment que l'entreprise, elle se pose les questions de qui elle est, à quoi elle a envie de ressembler, quelle image elle veut véhiculer. Ça peut sembler bateau, mais en fait, il y a beaucoup d'entreprises qui vont toujours être dans la mesure. Non, je veux être lisse, ouais, je veux pas déranger. Voilà, je veux pas déranger, je veux pas parler de ça, ou je veux pas trop prendre position sur un sujet. Et en fait, c'est clivant. Voilà. Et donc du coup, on se retrouve avec des posts. Bon, c'est un peu fade. On voit des gens qui sourient un peu, mais pas trop. Donc en fait, nous, on a une nouvelle machine à café. Voilà, super. Mais nous, c'est vrai qu'on est vraiment dans une logique où on essaie de montrer l'entreprise telle qu'elle est. Okay. Évidemment, on reste des professionnels, mais on montre, dans notre communication sur les réseaux, on a des choses qui sont très... même si on est une agence de com, il n'y a pas d'after effect, il n'y a pas de montage de dingue, c'est du contenu brut. Mais en fait, les gens ont un peu l'impression d'être avec nous au quotidien, mais parce que c'est notre parti pris. Toujours, encore une fois, ce côté humain et ce côté désacraliser l'agence de com qui va envoyer des honoraires de cochon pour sortir de logos. Nous, on doit se défaire un peu de cette image qu'il y a dans le métier. Donc, j'ai pas la recette miracle de te dire demain, si tu fais ça, boum, tu vas faire 3 millions de vues sur TikTok ou sur LinkedIn, mais vraiment se poser des questions sur qu'est-ce que je peux faire en fait pour être original et pour être moi-même, en fait, tout simplement. Ouais, il faut être aligné avec sa boîte, son ton. Mais si tu es un peu ouvert d'esprit, tu peux reprendre une émission, un peu comme Une famille en or et là, entre guillemets, la remasteriser à ta sauce. Tu peux faire plein de trucs, tu peux décliner plein de trucs. Tu vois, je peux te donner un exemple. Je ne sais pas si on pourra les citer, mais sur un projet sur lequel on a travaillé avec Asnoprod, pour moi, c'est vraiment ça va illustrer mon propos, mais on a travaillé pour une société qui s'appelle Actemium, c'est une filiale de Vinci. Enfin, tu vois, c'est un truc. C'est une belle boîte. Ouais, bon, c'est une belle boîte, mais en termes de communication, mon pauvre, c'est tout verrouillé. Tu peux. C'est difficilement à la droite. C'est très difficile de faire bouger les lignes. Et en fait, on s'est retrouvé avec un interlocuteur qui était dans cette optique-là, de dire, en fait, j'ai vraiment envie de faire quelque chose qui sort du lot. C'était pour de la com interne, pour le coup, donc ça n'a pas été véhiculé sur les réseaux. Et en fait, avec Fabien, on a réfléchi, on a monté vraiment une web-série où tous les gens de l'entreprise, ils ont été acteurs à un moment donné d'une fiction, mais qui permettait de sensibiliser sur les risques au travail, parce qu'ils touchent au nucléaire, etc. Enfin, des choses très, très sensibles. Et en fait, le dirigeant, il en avait marre de dire... Faites attention, mettez un casque. Voilà, j'en ai marre en fait d'avoir ces affiches. Mettez un casque, attention, réacteur radioactif. Et on est parti sur un format où chacun a été acteur à un moment donné, un plus ou moins grand rôle. Et en fait, ça a été diffusé après, tu vois, dans une salle avec tous les collaborateurs, même d'autres structures. Ils étaient trop fiers d'avoir montré ce qu'ils avaient fait. Et derrière, il y a des super retours. En fait, le message, il passe beaucoup plus facilement. Donc, parce que tu as un interlocuteur qui se pose les bonnes questions et qui est prêt à franchir certaines barrières en se disant je veux qu'on aille sur des sujets qui sont très sérieux, mais qu'on les traite comme ils doivent être traités. À l'époque, c'était en 2024 ou 2023. J'en ai marre qu'on les traite comme en 2007. Quoi. Donc, la clé, c'est plutôt ça que la recette miracle. Après, voilà, des fois. Donc, des fois, de remettre un peu de fraîcheur sur le format, ça. Tout à fait. Et en fait, tu peux te le permettre d'aller sur quelque chose de décalé. Si tu fais appel à des professionnels, tu auras toujours des gens qui te diront voilà, le curseur, tu peux le mettre jusque-là. Attention à pas aller trop loin, parce qu'il y a un côté crédibilité, mais tu peux sortir de ta zone de confort. Il faut oser, en fait. Et aujourd'hui, la communication, les interlocuteurs qu'on peut avoir, on se rend compte, dans l'esprit collectif, si tu sors pas un film qui est susceptible d'être primé au Festival de Cannes, t'as pas le droit de faire de la vidéo, ou si ton post LinkedIn c'est pas susceptible d'être un best-seller derrière, t'es pas légitime. Voilà, t'es pas légitime pour écrire, alors qu'en fait chacun est légitime, mais il faut vraiment raconter les choses avec le cœur. En fait, nous c'est ce qu'on fait pour nos clients. C'est vraiment, on va chercher au plus profond d'eux, on les questionne beaucoup. Peut-être par rapport à d'autres confrères qui vont dire c'est quoi votre activité, c'est quoi votre cible, c'est quoi vos clients, etc. Nous, on va plutôt aller chercher c'est quoi ton parcours, raconte-nous des anecdotes. Et souvent, dans les logos qu'on fait pour nos clients,
tu es un peu, entre guillemets, une private joke, c'est-à-dire que pour le commun des mortels, ils vont voir le logo, ils vont dire ouais, punaise, Mais il y a très un cool. message, Mais il y a un truc, comme un tatouage. il y a, voilà, finalement. ouais, il y a un jeu, il y a quelque chose qui fait le lien avec peut-être le grand-père du dirigeant actuel. Je comprends. Voilà. Et on va toujours chercher ce supplément d'âme. Voilà, ce supplément d'âme, c'est cette petite fibre qui fait que tu vas avoir un résultat qui claque et qui fonctionne, quoi. Bon, bah, je crois que le mot de la fin te revient parce que du coup, là, ce que tu as dit, c'était fabuleux hein, Ouais. quand on travaille Alors, avec le cœur. Et... Ouais, bah, c'est sûr. Nous, en tout cas, notre boîte, on est arrivé là aujourd'hui grâce à ça parce que en tant que dirigeant, on travaille avec le cœur. Nos équipes, on arrive à les fédérer autour de ça, elles partagent les mêmes valeurs. Et donc, du coup, c'est vrai que quand on travaille sur des projets de communication, mais tu as tout le monde qui est aligné avec ces valeurs-là. On recherche tous la même chose pour le client, c'est-à-dire vraiment raconter son histoire avec le cœur parce que lui, il n'a pas les compétences techniques pour le faire. Il vient nous voir pour ça. Et en fait, c'est ce qui fait aujourd'hui, je pense, notre relatif succès, notre différence et notre réputation. Et ce qui fait qu'on n'a pas besoin de prospecter. Mais la prospection, c'est un sujet sur lequel je m'en remets à toi parce que je sais que par tes faits d'armes, tu as eu des très bons résultats là-dessus. Bah ouais, on pourra partager du coup d'autres anecdotes après, je pense, sur la partie prospection, puisqu'il y a tellement de choses à dire. Mais en tout cas, déjà, moi, je voulais te remercier, Vincent, pour ta venue. Merci, j'étais honoré de ton invitation. On n'est pas encore chez TF1, il n'y a pas encore 3 500 000. J'espère que quand ce sera le cas... Peut-être que vous serez les 3 500 000 les premiers. J'espère que quand ce sera le cas, tu me réinviteras quand même. Bah, avec plaisir. En tout cas, c'était déjà cool de t'avoir et merci pour le partage. C'était intéressant. Et bah, voilà, ça permet à tous de voir qu'il y a plein de logiques de développement, du réseau. On l'a vu avec Starteo et l'équipe de Vincent et Mika, la prospection. Et après, sur la visibilité, il y a de belles choses à faire. Soyez le message de fond, c'est finalement, il faut être audacieux. Exactement. Il faut oser, il faut créer. Oser être vous-même, en fait, tout simplement. Exactement. Le mot de la fin, on arrête là-dessus parce qu'on ne pourra pas faire mieux. Au-delà, ce serait limite injurieux. Vincent, merci beaucoup. Merci, Gianni, au plaisir. À bientôt. À bientôt. Bye. Merci à toute la team en coulisses pour le tournage. Ciao tout le monde. Ciao.